puisque nous sommes dans un théâtre, j'ai envie de vous raconter une scène que tout le monde connaît, a priori, j'espère. C'est la scène habituelle où on a trois acteurs qu'on retrouve régulièrement, c'est l'addiction, l'adolescent et le parent. Alors, l'addiction, évidemment, tout le monde pense savoir où c'est, mais j'ai envie d'emprunter une phrase célèbre de Pierre Fouquet, qui est le fondateur de l'alcoolologie française. Il l'a émise en 1967-68. Il expliquait que l'addiction, en parlant de l'alcool, c'est la perte de la liberté de pouvoir s'abstenir. Et je pense que cette phrase est une phrase fantastique parce que quelques 40 ans, même plus que ça après, la science n'est venue que, finalement, nous montrer par des preuves que la phrase de Fouquet était célèbre. Alors, comment fonctionne le cerveau dans une perspective addictologique, si je puis me permettre? Le cerveau, finalement, il y a un instinct de survie. Tous les éléments que l'on pratique au quotidien, manger, boire, se mouvoir, et des éléments de plaisir, nous renvoient à une certaine satisfaction. Cette satisfaction, les biologistes, les neurobiologistes, les psychiatres, les addictologues et tous ceux qui s'intéressent à la question appellent cela récompense. C'est une récompense au sens où tout va bien. Et petit à petit, on réitère cette expérience et on répète, et puis on est dans un équilibre parfait, puisque manger, dormir, se mouvoir, faire des achats, faire l'amour avec la personne que l'on aime, peut-être pas, ça a un élément de satisfaction. Donc, nous sommes dans un équilibre parfait. Et puis, l'être humain, l'adulte ou l'adolescent, vit dans un milieu. Et le milieu change, et ce milieu, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Cet environnement va nous offrir un certain nombre d'éléments particuliers. Ce sont des éléments qu'on appelle diaddictogènes. Oublions ce terme, c'est un peu un barbarisme qui veut dire et rien dire à la fois. C'est consommer des produits qui procurent du plaisir, c'est avoir une activité qui procure du plaisir. Regarder son téléphone, liker sur Snapchat ou Instagram, je pense que ça doit faire écho à certaines personnes dans la salle, avoir besoin de se mouvoir, mais en même temps se sentir bien. Il arrive que, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps évidemment de m'étaler, mais que vous pouvez imaginer, ces éléments de plaisir vont venir se mettre à côté de ceux que j'ai décrits tout à l'heure, dans un équilibre parfait, et vont prendre en otage ce cerveau qui jusqu'à présent fonctionnait bien. On appelle cela des leurres. Ce sont des leurres à la fois biologiques, chimiques, les produits, les drogues, et ça peut être aussi des leurres portés par des comportements dont on sait maintenant qu'ils sont de plus en plus inquiétants, notamment les addictions aux écrans, au téléphone, au contenu et au contenant. Ça devient encore plus compliqué lorsque ces écrans sont porteurs de produits. C'est tout ce qui est, par exemple, les NPS, les nouveaux produits de synthèse qui viennent de très loin, qui sont évidemment produits très loin et qui sont offerts dans les écrans. Voilà en gros le premier acteur qu'on appelle l'addiction. Le deuxième acteur est un acteur étrange pour les adultes que nous sommes, c'est l'adolescent. Pourquoi il est étrange? Parce qu'il n'est ni enfant ni adulte, et lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il est l'objet d'une explosion intérieure et extérieure. Intérieur, il voit pousser du poil, il voit sentir des choses en lui, les jeunes filles voient pousser des seins, donc il y a une espèce de révolution biologique qui est assez compliquée. En même temps, il a besoin de s'identifier et prendre ses distances avec le parent, et donc il va commencer à transgresser pour pouvoir exister, à casser ce qu'on appelle les totems parentaux, casser les totems de l'adulte pour pouvoir exister. Évidemment, ça inquiète les parents, c'est une étrangeté contre laquelle les parents ont tendance à réagir ou surréagir. Et on verra sur le troisième acteur comment les choses se passent. Et en même temps, cette transgression, elle passe par l'expérience de ce qui, entre guillemets, ennuie l'adulte. Et la pire chose qu'ennuie l'adulte, évidemment, et ce qui est angoissant, c'est le recours à ces drogues. Et le recours à ces drogues. Évidemment, l'adolescent n'est pas idiot. Il va recourir à des drogues qui ont une capacité à faire peur, mais à ne pas nous emmener dans un chemin sans retour. Et donc, on va choisir des drogues plus ou moins ambivalentes. Le cannabis, un peu le tabac, ennuyer les parents avec le téléphone, même si on a un certain nombre de réprimandes. On va utiliser tout ce que tout le monde utilise et en se cachant derrière le fait que tout le monde a un téléphone, tout le monde regarde Instagram, tout le monde va sur Facebook et tout le monde chasse Pokémon Go comme vous l'avez probablement subi cet été. Donc on a affaire à ce type de comportements qui sont inhérents à l'adolescence mais qui ne sont pas pathologiques. Ils le deviennent évidemment lorsqu'ils produisent de la souffrance, ils produisent du désintérêt et ils produisent également du conflit. Voilà comment l'adolescent va s'organiser. Ça devient encore plus compliqué lorsqu'on sait que, sur le plan économique, on a de moins en moins d'autonomie de son adolescent, et cet adolescent, qui dépasse les 18, 20, 21 ans, vit encore chez les parents. On devient adolescent. Et donc la sortie de l'adolescence, qui est en général un ouf parental et un ouf des adultes, c'est plus le cas. Alors le troisième acteur qui va arriver, qu'est-ce qu'il fait?
Il est pris en otage entre les bouleversements adolescents, les bouleversements sociétaux, on est en 2016, puisque évidemment ce que j'ai dit n'était pas bon en 67 lorsque Pierre Fouquet a émis sa phrase. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va être d'une certaine manière, pour pouvoir s'en sortir en tant que parent, contre-intuitif. Ne pas réagir à la provocation, mais pour autant être présent. Constituer finalement l'emprunt de cette maturation du cerveau qui n'est pas celle de l'adolescent, on va leur prêter pendant quelque temps et surtout prendre sur soi. Parce que si jamais on rentre en conflit, qu'est-ce qui se passe? L'adolescent est isolé dans son groupe, dans son addiction, dans ses comportements, et isolé dans sa famille, et il est livré finalement à lui-même, et puis il est livré à tout ce qui se passe autour de lui, notamment les lobbies, les trafiquants, et puis le désarroi, et on sait que l'adolescence est souvent accompagnée d'une petite dépressivité qui ne doit pas faire peur. Donc finalement, je ne suis pas très rassurant en disant ça à tous les parents qui sont dans la salle. Je n'ai pas à vous dire comment organiser les choses. Je ne vous ai pas prescrit un remède particulier pour gérer cette partie de l'adolescence, qui est une partie importante, parce qu'elle signe l'avenir de l'adulte qui est votre adolescent. Elle signe l'avenir du citoyen. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Ce qu'il est possible de faire, c'est ne jamais rompre avec l'adolescent, ne jamais couper à l'adolescent, ne jamais se montrer de manière protectrice vis-à-vis de vous-même dans une tour d'ivoire, je ne vois rien et tout se passera. Il y a une autre attitude qui est compliquée mais qui existe aussi, c'est le fait de dire laisse faire, il faut que l'adolescence se fasse. L'adolescent a besoin de temps à autre, pour ne pas dire régulièrement, une présence pour rappeler l'autorité et non pas l'autoritarisme, rappeler la loi et non pas l'interdiction, rappeler le fait qu'on soit là, et c'est la meilleure manière de pouvoir les amener à gérer cette période compliquée et surtout à leur permettre de passer cette angoisse, cette anxiété qui est inhérente à cette période de la vie. Finalement, tout ce que je dis m'amène à sortir une petite phrase qui me semble intéressante. Rompre, c'est isoler. Accompagner, c'est élever. Je vous remercie.